Après avoir défini le jeu vidéo et avoir monté un cycle sur la stratégie et la gestion, et un autre sur la mort, je vous propose d'ouvrir un tout nouveau cycle avec ce 8e épisode de Captain Cast, le temps. Cette notion, si difficile à définir simplement, qui désigne en somme une mesure à partir de laquelle on peut définir des événements et des phénomènes, va désigner au fil des vidéos plusieurs points de vue. Il y a d'abord le point de vue interne à l'œuvre culturelle, au jeu vidéo, le temps en jeu, sa représentation pour nous, comment il peut avoir un impact sur notre perception du titre, par exemple en nous rendant au fur et à mesure de plus en plus fort ou en nous impactant avec son histoire. Mais ce temps en jeu rejoint aussi le temps du joueur, cet être humain derrière la manette qui interagit avec le jeu vidéo et qui a aussi une vie à mener à côté. C'est le temps de cet être humain qui est visé par l'industrie vidéoludique. Comme pour la télévision et les réseaux sociaux, le temps c'est de l'argent et du temps de cerveau disponible. A ce titre, dans ce premier épisode, nous allons étudier comment notre temps de joueur est aujourd'hui mis à rude épreuve par l'abondance des titres, aboutissant à nous poser une question fondamentale: a-t-on encore le temps de jouer ? Dans un monde moderne ultra connecté par les transports ou les réseaux, il semble pourtant paradoxalement que le temps nous échappe, qu'on court derrière. C'est en tous les cas une sensation dont parle le sociologue et philosophe Hartmut Rosa dans Accélération et aliénation en 2012. Alors forcément, quand début 2022, les développeurs de Techland ont déclaré que leur prochain titre, Dying Light 2 Stay Human, sera finissable à 100% par les joueurs en 500 heures de jeu, cela a fait réagir. Qui a encore aujourd'hui le temps de gérer sa vie familiale, sociale, professionnelle et culturelle pour passer autant de temps sur un seul titre, alors même que sur la seule plateforme de distribution Steam, on estime à plus de 10 000 le nombre de nouveaux titres en 2021. On n'a ainsi jamais eu autant de jeux vidéo. Chaque expérience vidéoludique est unique, proposant une combinaison entre un univers, un scénario, une direction artistique et musicale et des interactions du joueur. Comme vous le voyez sur cette chaîne, je tâche de regrouper les titres en famille, genre et étiquettes. On peut ainsi rapprocher Call of Duty Modern Warfare 2 en 2020 et Battlefield 2042 en 2021. Ces deux FPS proposeront globalement des sensations bien différentes d'un Warhammer 40 000 Dawn of War. Mais ces jeux sont aussi accueillis différemment par les joueurs. Chaque genre et famille dispose de centaines et milliers de titres avec des familles plus populaires que d'autres. Un FPS se vendra mieux qu'un jeu de tactique par exemple. Mais cette effusion de titres peut effrayer. Comment savoir quel jeu va me correspondre dans cette marée humaine et vaudra donc mon temps ainsi que mon argent. Au-delà de ce choix déchirant de savoir à quoi jouer, il y a aussi le temps de jeu. À ce titre, la durée de vie a-t-elle encore un sens ? Dit autrement, est-elle encore aujourd'hui un argument de vente ? Au début des années 2000, un jeu qui durait plus d'une dizaine d'heures avait une excellente durée de vie, alors qu'en 2022, 10 heures de durée de vie pour un titre vendu entre 60 et 80 € est un défaut majeur. On attend désormais pour ces prix-là des jeux qui nous emmènent pendant des dizaines d'heures dans leur monde. Mais le corollaire est que souvent, pour remplir ce monde, les développeurs développent du contenu secondaire ou annexe pas forcément trépidant, quand il s'agit de collectibles ou de quêtes secondaires mal écrites et forcées. À trop vouloir rajouter des heures de jeu, on finit par appliquer un cahier des charges répétitif et peu original, à l'image d'une grande majorité des open world à la Ubisoft, avec leurs cartes remplies d'activités annexes et variées, d'un Far Cry à un Horizon Zero Dawn. Cette pression sur la durée de vie est même plutôt contre-productive, puisqu'on finit paradoxalement de moins en moins nos jeux. En 2014, un article d'IGN notait déjà un taux de complétion de l'histoire de Mass Effect 3 de 42%, alors qu'il clôt une trilogie extrêmement bien vendue. Et même la campagne très courte de Portal n'est finie à l'époque qu'à 47%. Voir donc des titres AAA multiplier tout de même le contenu secondaire en jeu pour aboutir aux 500 heures de Dying Light 2 Stay Human nous fait nous poser quelques questions. Pour ma part, je considère que le maintien de cette notion de durée de vie peut s'expliquer par deux facteurs principaux. D'abord, nos critères de notation restent archaïques, et on place généralement la durée de vie au même rang que le gameplay, le scénario et la direction artistique. Enfin et surtout, faire jouer le plus longtemps possible le joueur à un même titre est devenu une vraie stratégie pour les entreprises du jeu vidéo, afin de l'inciter à acheter les contenus additionnels et cosmétiques divers associés. C'est la logique triomphale du Game as a Service. Le temps est donc devenu une donnée essentielle dont profitent de nombreuses industries.
La télévision disait déjà au début des années 2000 qu'il fallait vendre aux annonceurs le temps de cerveau disponible. Et les réseaux sociaux ont davantage étendu la problématique, en créant des contenus personnalisés en fonction de nos goûts pour nous pousser à passer de plus en plus de temps sur leur plateforme pour vendre derrière de la publicité et nos données personnelles. L'industrie vidéoludique l'a donc très bien compris. On vend donc aujourd'hui de plus en plus de titres qui rejoignent le modèle du Game as a Service, c'est-à-dire plus seulement un produit culturel fini, qu'on consomme du début à la fin avant de passer au suivant, mais un service culturel, dans lequel on continue sans cesse de passer du temps. Ces softs proposent ainsi une expérience initiale longue, qui est sans cesse augmentée par des mises à jour, et qui pousse les joueurs à continuer de jouer à moyen et long terme, et donc d'être de plus en plus enclins à acheter des contenus additionnels payants via des boutiques intégrées. Nous verrons sa jeunesse dans le prochain épisode, en parlant des abonnements, des microtransactions, des DLC, des Season Pass, et j'en passe. Toute cette course au pognon rejoint la course au temps de cerveau disponible dans le monde du jeu vidéo. Malgré tout ce que je viens de dire, cette orgie de contenu additionnel, de boutiques, de monnaie virtuelle et de jeux AAA, beaucoup trop longs, a aussi servi à revaloriser les jeux indépendants ou les petites productions. Ces softs vendus moins d'une quarantaine d'euros, avec des durées de vie limitées, peu ou pas de DLC, et parfois bien plus innovants. Une petite équipe de 10 personnes n'a ainsi pas la pression d'un Infinity Ward quand il faut sortir le prochain Call of Duty, vu et revu. À vouloir capter le temps d'un joueur et ne vouloir lui donner que ce qu'il connaît, les plus gros studios oublient parfois le fond. Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla ont la même boucle de gameplay, là où le petit jeu de survie Valheim a été la surprise de 2021 en proposant quelques nouveautés dans un genre pourtant plutôt sclérosé, avec 10 millions de ventes en un an. Plus récemment, deux des surprises de 2022 ont été par exemple le petit roguelite incrémental Vampire Survivors, développé par une seule personne, avec une boucle de gameplay d'une demi-heure, vendu pourtant à 2,5 millions d'exemplaires en quelques mois et qui a créé un genre à lui tout seul. On pense aussi à Stray, des Montpelliérains de Blue 12 Studio, une courte aventure d'un chat sur 6 heures, dans une ambiance cyberpunk, et qui a remporté 2 prix aux Games Awards 2022. Vampire Survivors et Stray, ces deux softs courts, marqueront probablement davantage le joueur de 2022 que d'autres titres AAA. Finalement, on est donc face à un constat amer. On n'a jamais eu autant de jeux, et pourtant, on n'a jamais eu autant de contenu copié-collé d'un open world à l'autre pour remplir un cahier des charges et inciter le joueur à acheter du contenu additionnel en masse. Face à cette orgie de contenu, comment choisir la bonne expérience ? Et sommes-nous donc condamnés à jouer sur notre temps libre à de mauvais free-to-play sur nos téléphones portables ? Eh bien, pas forcément. D'un côté, d'autres jeux existent, notamment du côté de la scène indépendante, pour renouveler les codes, mais il existe également pléthore de moyens de mieux connaître le monde du jeu vidéo. Sites spécialisés, streamers, vidéastes passionnés, reviews de sites marchands ou métacritiques, le joueur d'aujourd'hui a accès à des outils incroyables de tri lui permettant de redomestiquer son temps en consommant intelligemment en fonction de ses goûts. Ainsi, nous n'avons certes pas plus le temps de jouer, mais grâce à tous ces outils, nous avons le temps de bien jouer. Nous verrons dans le prochain épisode la genèse du Game as a Service, qui est la nouvelle tendance de l'industrie vidéoludique pour capter un maximum de notre temps et donc le monétiser autour des questions d'abonnement, de microtransactions et de DLC.